Sunderlight Production. Et du coup, il faut bien comprendre que la patience, c'est pas notre capacité à attendre passivement, mais c'est notre capacité à maintenir notre investissement et notre positivité pendant qu'on attend. Et je me suis aperçue en fait finalement que j'avais pas de sens humainement parlant dans mon travail, qui était le marketing. Donc, je travaillais dans un très grand groupe. Et finalement, en fait, je me suis réfugiée dans le sport. Les bonnes résolutions qu'on peut prendre quand on est un coureur ou une coureuse à pied, et on en a identifié 4 qui peuvent vraiment vous aider, et on va vous les donner tout de suite. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque lundi, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur version 2021, un changement d'année qui n'aura certainement jamais été autant porteur d'espoir avec l'année que nous venons de passer. Et pour bien démarrer 2021, nous allons échanger avec nos invités sur la meilleure stratégie à adopter pour cette nouvelle année sportive, aussi bien d'un point de vue nutritionnel que sur les entraînements. Et pour nous aider et nous conseiller, j'ai le plaisir d'accueillir la naturopathe Coralie Béguin qui va nous donner ses petits conseils pour nous aider à éliminer tous nos excès de ces fêtes de fin d'année. Coralie, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Avec plaisir. Eh bien, ça va très très bien. Je suis ravie d'être avec vous pour ce podcast. Merci beaucoup de m'accueillir et j'ai hâte qu'on fasse ce podcast et partager les différentes informations. Eh bien, nous aussi, on a hâte et j'ai également le plaisir d'accueillir un homme qui, contrairement à moi, n'a pas commis un seul excès depuis, au moins l'invention des premiers ordinateurs. Il s'agit de Fred, co-animateur du podcast et entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme. Fred, comment ça va ? Est-ce que tu es prêt à nous donner tous tes conseils pour anticiper au mieux cette nouvelle année qui, on l'espère, sera sportive ? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Coralie, bonjour Guillaume et une bonne année 2021. Alors moi, ça va très bien et tu sais que je ne suis pas avare de partage de conseils. Donc évidemment, je vais partager tout ce que j'ai à vous dire. Et je dirais que me voilà paré pour 2021 qui, je pense, sera obligatoirement une meilleure année que 2020. Alors à mon avis, Fred, ça va pas être très compliqué à faire. Ça va être un épisode un peu spécial puisque on va discuter avec nos invités de la meilleure stratégie à adopter pour cette nouvelle année 2021 qui s'annonce encore un peu atypique, un peu particulière. On va parler aussi bien des entraînements avec Fred que de la partie nutrition avec Coralie qui est une naturopathe et on va vous donner nos 4 bonnes résolutions puisque généralement le mois de janvier c'est le mois des bonnes résolutions et donc on va vous donner nos 4 bonnes résolutions à pratiquer quand on est un coureur ou une coureuse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Coralie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la naturopathie, puisque je crois que tu es la première naturopathe qu'on reçoit dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette discipline et surtout, comment est-ce qu'elle peut aider les coureurs et les coureuses dans leur pratique ? Bien sûr. Alors, pour faire simple, en fait, la naturopathie, c'est une médecine en fait alternative. C'est une médecine aujourd'hui qui n'est pas reconnue, mais pour faire grosso modo, en fait, ça répond aux 5 piliers. Moi, j'aime bien ce terme-là, mais les 5 piliers en fait de santé qu'on va retrouver en fait chez un être humain. Donc, on va avoir notamment une alimentation qui soit digeste, assimilable en fonction des symptômes de la personne ou des objectifs. Par exemple, notamment si on est sportif, en fait, on va avoir une alimentation qui va être différente d'une personne qui va être plus citadine, par exemple. On va retrouver notamment un exercice physique adapté en fonction de la personne, un sommeil de qualité en bonne quantité également. On va retrouver aussi la connexion corps-esprit, c'est-à-dire comment je suis dans ma vie, est-ce que je suis alignée avec mon travail, est-ce que je suis bien avec mon conjoint, comment je me sens avec moi-même, et puis un alignement des pensées, c'est-à-dire comment je pense, puisqu'on sait aujourd'hui que le cerveau, notre façon de penser, en fait, gouverne, je mets ça entre guillemets, gouverne notre corps, c'est-à-dire qu'on constate très souvent, par exemple, quand on est dans une phase de dépression, eh bien, on va avoir plus de symptômes. Quand on est en colère, par exemple, on peut apercevoir qu'on va avoir une migraine qui va monter ou des maux de tête. Donc, ces 5 piliers, en fait, regroupent la naturopathie, et c'est finalement, en fait, l'holistique, en fait, c'est-à-dire qu'on va prendre en considération ces 5 piliers pour que le corps marche à sa pleine puissance.
Voilà un petit peu, hein, si je peux faire le topo, hein, sur la naturopathie. Et du coup, alors Coralie, on l'a vu, enfin moi j'ai pu l'observer notamment. Mhm. La naturopathie, c'est une discipline qui se développe de plus en plus en France, et notamment dans le milieu sportif que je connais un peu plus. Mais là, je voudrais moi revenir un peu sur ton parcours et la relation que toi tu as avec la naturopathie, parce que c'est pas forcément non plus, je dirais la discipline numéro un et phare. Et comment on en vient à devenir naturopathe en fait? Quel est le chemin qui t'a mené à cela? Alors c'est une très bonne question, merci de la poser, je la trouve très pertinente. Alors en fait, alors moi à la base je suis une mordue de sport et notamment alors de course à pied parce que j'en ai fait pendant longtemps et mon père a fait également un marathon, donc j'ai été un peu baignée, hein, dans ce milieu-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la suite de mes études, donc moi je suis issue d'une école de commerce, hein, j'ai fait mes études à Lille et je me suis aperçue en fait finalement que j'avais pas de sens humainement parlant dans mon travail, hein, qui était le marketing, hein, donc je travaillais dans un très grand groupe et finalement en fait je me suis réfugiée dans le sport. C'est-à-dire que, alors à l'époque, je faisais beaucoup de fitness et de course à pied, et je me suis réfugiée là-dedans à raison de 10 à 13 heures de sport par semaine, hein, donc un peu à outrance, hein, je vais dire, pour compenser ce manque. Et finalement, c'est, je vais dire, grâce à une fatigue chronique qui s'est installée, de par un excès de sport, mais aussi une alimentation qui n'était pas du tout convenable par rapport à ce que je pensais et aux croyances que j'avais sur la partie alimentaire, qui m'ont amené à finalement avoir des symptômes de fatigue chronique, donc impossibilité de me lever le matin, difficulté d'aller au travail, difficulté d'avoir des loisirs, le sentiment d'avoir envie de pleurer toute la journée, enfin quasiment une phase un peu de dépression. Et à la suite de différents comment dire, à la suite de différents examens, des examens sanguins, des tests d'apnée du sommeil pour voir justement si je manquais pas d'oxygène la nuit. En fait, les médecins ne voyaient rien. C'est-à-dire que toutes mes analyses étaient nickel. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, à 23 ans, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux plus vivre ma vie correctement? Et finalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la suite c'est un panneau en fait qui m'a interpellée sur l'île où il y avait une personne, un naturopathe justement, qui proposait des points gratuits sur la partie alimentaire. Et je me suis dit pourquoi pas, on va tenter. Je savais pas du tout ce que c'était la naturopathie, j'en avais jamais entendu parler. C'était en 2015. Et ce monsieur me reçoit en consultation et là me dit ça ne va pas du tout ton alimentation, il faut tout revoir, mais d'une façon très bienveillante. En fait, il m'explique que tous mes symptômes découlent de mon alimentation. Et moi, à cette époque, je pensais bien faire les choses, je pensais tout maîtriser. J'avais lu énormément de livres, énormément de choses sur la partie alimentaire, le sans gluten, le sans lactose, et j'étais persuadée de bien faire les choses, en fait. Et là, il me dit non. Donc moi, toutes mes théories, en fait, alimentaires volent en éclats en 5 minutes. Et finalement, je ne me décide pas de passer à l'action. C'est-à-dire que je continue à faire les mêmes erreurs alimentaires que je faisais, à suivre, hein, les méthodes un petit peu qu'on voit aujourd'hui, les méthodes fitness, hein, à faire plusieurs collations, etc. Et je continue là-dedans et je le revois 6 mois après. Il me dit mais je comprends pas, tu as toujours les mêmes symptômes, tu n'es pas passé à l'action. Et en fait, il m'a demandé est-ce que tu vas appliquer les conseils qu'on voit en consultation? Et là, ça a été le déclic. J'ai appliqué au bout de 3 jours en fait, et c'est là que ça a été une révélation. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, je n'avais plus aucun symptôme. Alors il y avait des symptômes que je traînais depuis déjà 1 an et demi et qu'il y avait j'avais eu aucun bénéfice avec la médecine traditionnelle, l'allopathie, hein, qu'on connaît actuellement. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est incroyable à quel point l'alimentation peut être aussi puissante sur un corps. Et là, en fait, j'ai suivi donc une reconversion et c'est comme ça que je suis arrivée à la naturopathie. C'est très intéressant, Coralie, ton retour d'expérience. Et moi, ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, la naturopathie, c'est pas quelque chose qui a une réputation toujours très flatteuse. On peut dire que c'est même assez décrié par certaines personnes qui pensent que les naturopathes sont un peu des ayatollahs du sans gluten, des huiles essentielles ou encore diabolisent les pâtes. Et c'est vrai que certaines personnes ont un avis vraiment assez tranché, voire négatif sur cette discipline qu'ils associent presque à du charlatanisme. Et c'est vrai que quand on écoute ton avis, ton retour d'expérience, on est presque dans la croyance, dans quelque chose d'assez spectaculaire, quelque chose d'assez extraordinaire. Et du coup, c'est vrai que ça peut inquiéter. Moi, je sais par expérience que souvent les choses sont assez complexes et que dès qu'on touche à l'alimentation, on touche souvent une corde sensible chez les gens et que ça peut être très délicat, avec toutes les croyances qui peuvent en suivre. Du coup, toi, comment est-ce que tu expliques
cette réputation que peut avoir la naturopathie et quelle réponse tu donnerais à tous ces propos ou ces préjugés? Alors moi, tout à fait, Guillaume. Alors, en fait, aujourd'hui, la naturopathie, c'est un des outils qu'on a à disposition. Moi, dans ma vision, si tu veux, on va voir effectivement qu'une personne qui a des troubles digestifs, on va pouvoir la soulager. Il y a des fois, ça se passe très très vite, c'est-à-dire ça va être comme moi, c'est-à-dire au bout de 3-4 jours, on voit que la personne n'a quasiment plus de symptômes. Ça, c'est ce que je constate en consultation. Je vois, j'ai des personnes, je fais un réglage alimentaire, au bout d'une semaine, elles me réécrivent un mail en me disant, voilà, j'ai quasiment 90% de mes symptômes qui ont disparu. Et puis, tu as effectivement aussi des personnes qui, un seul réglage alimentaire ne va pas suffire parce qu'il va y avoir aussi une dimension psycho-émotionnelle derrière. Et donc là, on va avoir d'autres thérapies. Moi, personnellement, je le fais pas, mais j'oriente vers d'autres thérapeutes. On va avoir l'hypnose, on va avoir notamment de la méditation. On va orienter aussi des personnes pour reprendre une activité physique quand une personne est stressée, qu'elle dort mal et que ça engendre aussi des symptômes sur le corps. Donc, on va avoir différentes... Pour moi, c'est un peu, si tu veux, une palette de couleurs. Et après, le naturopathe peut renvoyer vers d'autres thérapeutes. Et par rapport à ce que tu me demandais, par rapport à un petit peu à cette vision du naturopathe ou de la naturopathie qui peut être vue comme un peu du charlatanisme, on l'est encore un petit peu aujourd'hui, mais on l'est un peu moins puisque la naturopathie tend à se développer et que beaucoup de personnes en fait veulent comprendre et agir sur leur santé. Et c'est ça aussi aujourd'hui ce qui fait la différence, c'est qu'avant les gens faisaient confiance, avaient confiance en la médecine et il y a eu beaucoup de scandales ces derniers temps avec différents médicaments et les gens veulent comprendre en fait, ils veulent plus qu'on leur donne un médicament pour un symptôme, ils veulent comprendre pourquoi ils ont ça. Donc là, c'est le rôle du naturopathe aussi de leur expliquer quand c'est possible, parce que des fois, il y a des antécédents. Quand tu as pris pendant des années des médicaments ou autres, le corps aussi c'est ce qu'on nous explique en naturopathie, mais si tu veux, il va fonctionner en fait avec ce médicament, c'est-à-dire que ça va être très très dur de travailler avec le médecin pour réduire en fait le médicament, puisque le corps après se substitue, si tu veux, au médicament. Donc on va avoir ce type de problématiques qui vont arriver. Et dans ce charlatanisme que tu me disais, c'est qu'avant aussi il y avait beaucoup de naturopathes qui étaient avec des conseils un petit peu, si tu veux, farfelus, c'est-à-dire qu'ils allaient te dire pour vous soigner parce que vous avez une mycose, eh bien il va falloir orienter votre lit du côté de la pleine lune et puis mettre, je dis n'importe quoi, mais mettre une gousse d'ail sous votre lit et ça va vous soulager. Et donc, ces conseils manquaient un petit peu de sens, en fait, et on était peut-être pas assez pragmatique. Effectivement, ça nous a desservi. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut se rappeler dans cette profession, c'est que dans toutes les professions, et comme dans toutes les professions, il y a des très bons et on va dire des moins bons. Et c'est là aussi, pour moi, un petit peu la mise en garde, c'est que la personne doit se faire confiance, doit faire confiance à son intuition. On est beaucoup déconnecté de son intuition, mais quand on le sent, en fait, des fois, on se dit... Ah, c'est bizarre, je le sens pas. Je sens pas cette situation ou je sens pas cette personne. Et bien là, ça veut dire que l'intuition parle et ça veut dire que la personne, le thérapeute qu'on a rencontré n'est peut-être pas la bonne personne qu'il nous faut à cet instant T. D'accord. Alors, je sais pas si ça répond à ta question, Guillaume. C'est très clair. Merci pour tes précisions. C'est vrai que nous, on a à cœur de pouvoir écouter, entendre, comprendre chacune des spécificités de chaque discipline. Je pense vraiment qu'il faut donner la parole à tout le monde. Après, ça ne nous empêche pas d'avoir notre libre arbitre et notre sens critique. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de nos auditeurs qui nous demandent des informations sur la naturopathie. C'est un sujet qui intéresse de plus en plus de monde. Donc voilà, on peut apprendre de tout le monde. Après, voilà, il faut juste pas rentrer dans les dogmes ou dans les croyances et être capable de remettre en question ces certitudes. Et quand une discipline est capable de faire ça, et ben généralement il y a toujours beaucoup de positifs à en ressortir. Donc je suis sûr qu'on va apprendre beaucoup de choses. Et en tout cas moi j'ai hâte d'avoir ta vision sur la nutrition sportive et même la naturopathie dans le sport, parce que je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes à en tirer. Et après chacun piochera le sujet qui l'intéresse. Je vous propose maintenant qu'on rentre dans le sujet d'aujourd'hui. Fred, il y a beaucoup de coureurs et de coureuses qui ont suivi tes conseils puisque généralement tu recommandes aux athlètes qui le peuvent de faire une trêve hivernale, de se reposer pour profiter des fêtes de fin d'année, pour se faire plaisir parce qu'on a le droit de se faire plaisir même quand on est un sportif. Il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça, on peut se lâcher, c'est tout à fait normal et des fois il faut savoir aussi mettre sa passion de côté pour profiter des fêtes de fin d'année avec ses proches, avec sa famille parce que c'est des moments rares et précieux et on aura de cesse
de vous le répéter. Mais voilà, il y a aussi la question de la reprise qui se pose, puisque quand on n'a pas couru pendant, allez, en moyenne 5-10 jours, comment on peut faire pour bien reprendre la course à pied? Quels conseils tu peux nous donner pour ne pas se blesser, pour pouvoir reprendre dans les meilleures conditions? Et à partir de quand on peut aussi reprendre des séances de qualité si on a coupé? Quels sont les conseils que tu peux nous donner? Alors déjà, il faut bien avoir en tête que les effets du désentraînement ne se manifestent de manière significative qu'à partir de 15 jours. Donc lorsqu'on a coupé 5 à 10 jours, très concrètement, on n'a quasiment rien perdu. Après, c'est pas parce qu'on n'a rien perdu qu'on peut repartir bille en tête. La progressivité est toujours le maître mot dans l'entraînement comme dans toute activité, moi je pense. Donc reprenez les premiers jours avec 2-3 footings de 35 à 45 minutes, voire 1 heure, pour vraiment déjà réactiver le corps. Et au bout de cette période de 2-3 footings, vous pouvez commencer à remettre des séances de qualité, mais évidemment de manière progressive. C'est pas la plus grosse séance, c'est pas votre séance de 20 fois de 400 qui va arriver tout de suite au bout de 3 jours de reprise. Là, on est en plus dans une période assez particulière où les températures peuvent être assez froides. Donc, le risque de blessure va plus être lié notamment aux conditions météorologiques et voire aux excès que vous avez pu faire pendant cette période de festivité. Mais là, Coralie répondra mieux que moi. Concernant les températures, du coup, il faudra déjà bien se couvrir avec plusieurs couches, hein. C'est un peu l'idée du double vitrage. Plus vous avez de couches et plus vous êtes isolant thermiquement parlant. Et en plus, vous pouvez enlever des couches au fur et à mesure de l'effort, et notamment lorsque vous faites des séances, et prolonger l'échauffement. Si vous le faisiez pendant 15 à 20 minutes, augmentez de 5 minutes, et vraiment ne faites absolument pas l'impasse sur les gammes qui sont un élément d'échauffement essentiel. Donc, si vous respectez une reprise progressive et des échauffements prolongés lorsque les températures s'abaissent, notamment en dessous de 5 degrés, vraiment, vous devrez pouvoir éviter les blessures de manière assez efficace. Merci pour ce rappel et ces petits conseils. Coralie, Fred le disait à l'instant, c'est vrai que les périodes de fête de fin d'année sont souvent synonymes de repas riches et bien arrosés même. Et chaque année, c'est un peu la même chose. On voit apparaître sur Internet et sur les réseaux sociaux un tas de régimes, alors plus ou moins farfelus, qui nous promettent d'éliminer rapidement et facilement les kilos superflus qu'on a pu prendre pendant les fêtes. Alors, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Et surtout, est-ce que tu peux nous donner des petits conseils et astuces? Parce que il faut bien le reconnaître, on peut avoir pris un peu de gras pendant cette période-là. Donc, c'est quoi tes conseils pour remettre un petit peu l'organisme en ordre de marche et voilà, essayer de bien éliminer tous ces petits excès? Alors moi, mon avis par rapport à toutes ces cures qu'on va avoir, enfin, et qu'on voit apparaître en fait en janvier, février, qui promettent de perdre du poids rapidement sans effort, je suis pas spécialement pour en fait ça. Ça me dérange parce que moi je pense que le corps humain est bien fait et que pour une perte de poids en fait il faut que ça soit progressif. Je pense que c'est comme un entraînement. Aujourd'hui, si quelqu'un se remet au sport ou à la course à pied, on va pas lui dire de courir un 30-40 km. Je pense que il va être épuisé, son corps va pas tenir. Mais en fait c'est exactement pareil hein, pour la perte de poids. Moi j'aime bien un peu le fait de partir sur plutôt un marathon plutôt qu'un sprint. Et là c'est clairement dans les revues un peu ou sur Internet, ce qu'on peut trouver. En général, on propose un sprint sur 7 jours, perdez 5 kilos sans effort. Donc moi, je suis pas spécialement à l'aise avec ce type de pratique. Par contre, en naturopathie, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, on constate qu'il y a un petit peu, voilà, on va se lâcher un petit peu pendant les fêtes, mais pour moi, c'est normal. On est en famille, on profite des bons moments, on va boire un peu plus d'alcool, on va manger un peu plus gras. C'est pas grave, parce qu'en fait, le corps, il a ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire qu'il va se réguler par lui-même. Et si toute l'année, je fais attention, je mange correctement, manger des petits écarts de temps en temps, mais que 80% de mon alimentation est plutôt digeste, assimilable, mon corps, il va savoir rectifier après les fêtes. Par contre, effectivement, si on constate que pendant 3-4 jours, on a un petit peu forcé, qu'on a un petit peu patraque, pas très bien, qu'on a un petit peu des nausées, du mal à digérer ou des maux de tête, eh bien, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre son système digestif au repos. Si on y arrive et qu'il n'y a pas d'antécédents de troubles du comportement alimentaire, eh bien on pourra faire ça, c'est-à-dire que la soirée par exemple, quand on est au mois de janvier, un soir tous les peut-être 15 jours ou un soir par semaine, on pourra prendre
un bouillon de légumes qui fera office du repas, où on pourra, si on veut et si on s'en sent capable, sans avoir d'entraînement dans la journée, on pourra pousser cette monodiète, cette monodiète au bouillon de légumes toute la journée. C'est-à-dire que je prendrai un bouillon matin, midi et soir, et ça sera exclusivement ça pris dans la journée. Et ça va permettre de ce qu'on appelle de reminéraliser le corps. Donc je vais apporter des bons nutriments et des vitamines et des oligo-éléments à travers ce bouillon, mais c'est aussi, je vais mettre mon système digestif au repos. Alors moi, j'aime bien cette image et je pense que ça va parler aux personnes qui nous écoutent. Le tube digestif, en fait, c'est comme un muscle. Quand il est sursollicité, eh bien, il va avoir des petits symptômes qui vont apparaître, type des aigreurs d'estomac, des maux de ventre, des ballonnements, des gaz, des diarrhées, parce qu'en fait, il a été sursollicité et c'est le même exemple que je pense avec un coureur à pied. C'est-à-dire que si on lui demande de courir tous les jours sans pause, eh bien, il va commencer à avoir des tendinites, des fractures de fatigue, il va sentir qu'il va avoir mal aux pieds, avoir des ampoules, avoir des petites fractures. Eh bien, c'est exactement pareil pour le tube digestif. Si à un moment je le mets pas au repos, je le sursollicite, eh bien il va s'épuiser et il va créer des petits symptômes. Et donc là, on peut mettre en place effectivement une journée de monodiète au bouillon de légumes. Ou si on sent que c'est un petit peu trop dur, eh bien ce qu'on pourra faire, c'est éventuellement prendre une banane qu'on mangera 3 fois dans la journée, c'est-à-dire qu'on fera une banane matin, midi et soir, et ça permettra d'alléger, de mettre au repos certaines de nos enzymes digestives, et donc je vais alléger mon tube digestif et donc permettre eh bien effectivement d'avoir moins d'énergie concentrée à ma partie digestive et donc de récupérer, de remonter ma vitalité, donc mon niveau d'énergie, et aussi de maintenir aussi un système immunitaire qui soit assez haut, tout en perdant du poids progressivement. Merci à vous deux pour tous ces conseils de reprise. Fred, tu sais, l'année 2020, elle a été marquée pour bon nombre de coureurs et de coureuses par l'absence de compétition. On en a eu très très peu. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut être plus optimiste pour cette nouvelle année qui commence ? Bien oui, Guillaume, hein, je suis plutôt optimiste pour tout un tas de raisons. Parce que déjà, évidemment, hein, si le virus est loin d'être une histoire ancienne et qu'il risque, je pense, encore de bouleverser nos habitudes en 2021, on peut quand même regarder cette nouvelle année avec un regard rempli d'espoir. Parce que déjà, on commence à avoir du recul et de l'expérience dans la gestion d'une pandémie telle qu'on vient de la vivre, notamment grâce à la technologie et la recherche qui commence notamment à nous apporter des solutions. Je vais te donner un exemple. Chez nos voisins espagnols, fin décembre, il y a eu un festival qui s'appelle Primavera Sound, excusez-moi pour l'accent, qui a organisé un rassemblement pilote à Barcelone afin de mettre à l'essai l'efficacité des tests Covid rapides dans un cadre événementiel. Alors, ce festival, il a quand même rassemblé plus de 1000 personnes, 1000 volontaires, exactement 1042. Et sur place, chaque participant a dû passer un test rapide à l'entrée, alors qui dure environ 15 minutes. Et il fallait bien sûr obtenir un test négatif qui était le sésame qui garantissait l'entrée à l'événement. Tu vois très bien hein, qu'on peut très bien supposer que les tests rapides, notamment salivaires, de nouveaux dispositifs, notamment en termes d'aération, vont se développer, ils vont se perfectionner et très certainement vont se généraliser pour tout ce qui concerne l'organisation d'événements sportifs et du coup notamment dans la course à pied. Donc je pense que déjà par rapport à ça, on peut être plus optimiste parce qu'on est en train d'essayer de trouver des solutions à cette problématique d'organiser des événements rassemblant quand même plusieurs centaines et milliers de personnes. C'est des informations intéressantes, Fred. C'est vrai que quand on organise un événement, le risque principal, c'est qu'un participant soit infecté par la Covid-19 et contamine les autres. Donc c'est vrai que si on peut tester les participants avant qu'ils accèdent, par exemple, au sas de départ, eh bien on va régler le problème entre guillemets. Donc il faut espérer que ces tests deviennent plus fiables, se développent de plus en plus et soient de plus en plus accessibles. Mais au vu des enjeux, je pense que ça va aller assez vite. Donc c'est assez encourageant. Et puis c'est vrai qu'on a plus d'expérience aussi dans la gestion d'une pandémie, contrairement à 2020 où on était quand même beaucoup sous l'effet de la peur. Et il y a aussi les vaccins qui arrivent. Donc globalement, ça ne peut être que meilleur les prochains mois. Donc il faut rester encore un petit peu patient.
Sinon, je le disais en début d'émission, vous le savez, le mois de janvier, c'est généralement le mois des bonnes résolutions. Alors, c'est vrai que ça fait toujours sourire parce que des bonnes résolutions, on peut en prendre tous les jours et il ne faut pas attendre que le calendrier passe pour agir. C'est souvent d'ailleurs une technique qu'on met en place pour ne pas agir. Donc, il faut vraiment agir quand on a envie d'agir. Il ne faut pas attendre. Mais c'est vrai que le mois de janvier, ça peut être aussi un bon point de départ. Alors, on a réfléchi tous les trois sur les bonnes résolutions qu'on peut prendre quand on est un coureur ou une coureuse à pied. Et on en a identifié 4 qui peuvent vraiment vous aider. Et on va vous les donner tout de suite avant de les développer. La première, c'est consommer plus de légumes. La deuxième, consommer moins de produits avec du sucre ajouté. Réduire sa part de protéines animales au sein de son alimentation et être davantage à l'écoute. Et vous allez voir qu'on a des petites techniques et méthodes à vous donner pour être plus à l'écoute de son corps. Coralie, est-ce que tu peux, pour la première résolution qui est consommer plus de légumes, est-ce que tu peux nous aider parce qu'on dit souvent qu'il faut consommer 5-10 fruits et légumes par jour, mais sans nous expliquer vraiment pourquoi. Et donc, pourquoi tu penses que c'est important quand on est un coureur de consommer beaucoup de légumes et surtout, comment est-ce qu'on doit les sélectionner? Alors, ils vont être essentiels parce que c'est ce qui va nous permettre d'apporter notamment des minéraux, des vitamines pour justement bien nourrir nos cellules et surtout quand on est sportif en fait, on va produire beaucoup d'acidité en fait. Alors ça dépend le niveau du sportif, mais on produit en fait de l'acidité et en fait cette acidité va pouvoir être contrée par ce qu'on appelle les radicaux libres et qu'on va trouver notamment dans les légumes, plutôt dans les légumes que dans les fruits d'ailleurs. Donc ça va être important quand on est sportif d'insister en fonction bien évidemment aussi de notre capacité digestive sur les légumes. Mais par exemple, ce qui pourrait être idéal, c'est d'avoir dans son assiette, dans une journée type, c'est d'avoir entre 3 et 5 légumes dans l'assiette quand on est sportif pour faire le plein en fait de minéraux et d'oligo-éléments. Après, Guillaume, pour répondre aussi à ta question sur les légumes, alors je sais que on en parle beaucoup, mais si possible aussi quand on est sportif de plutôt favoriser en tout cas les légumes plutôt biologiques parce que ça va être, on sait qu'aujourd'hui l'agriculture intensive malheureusement appauvrit en fait nos sols. Et en fait, les pesticides, les antifongiques qu'on utilise en fait privent les sols en fait de minéraux. Et malheureusement en fait les légumes sont dépourvus, ça a été montré scientifiquement, sont dépourvus si vous voulez de minéraux. Et donc ça va être intéressant plutôt pour les sportifs d'avoir une alimentation qui va tendre vers le biologique, en tout cas si possible pour les légumes. Et du coup, Coralie, tu sais, au-delà de ces questions, il y a aussi une bonne résolution pour le coureur qui est assez récurrente, qui est celle du sucre. Oui. Et malheureusement, le sucre est de plus en plus présent dans notre alimentation, notamment à travers les produits transformés. Et du coup, moi, la question que j'ai envie de te poser, quels sont les risques d'une consommation trop riche en sucre pour vraiment le sportif, là, vraiment accès sportif, au-delà de la problématique de santé publique? Et du coup, comment éviter cette surconsommation? Alors, effectivement, le sucre, aujourd'hui, on le sait, il est omniprésent partout. Ce qui est bien, c'est que les médias communiquent dessus, nous alertent de plus en plus parce qu'il y a aussi bien le sucre, le saccharose, qu'on va trouver, le sucre blanc, mais vous avez aussi des sucres cachés, c'est-à-dire les sucres, par exemple, quand on achète des carottes râpées en magasin, en grande distribution, eh bien, on se retrouve en fait avec, notamment, si on lit bien les petites étiquettes nutritionnelles derrière, on se retrouve qu'il y a en fait du sucre ajouté dedans. Donc effectivement, ça va être tous ces sucres-là qu'il va falloir traquer en fait, voir un petit peu si dans mon alimentation, des fois j'utilise en fait ce type de produit. Ça va être aussi des sucres qui sont dans les céréales, puisque les céréales en fait ont du sucre, mais pour un sportif, ça va être indispensable qu'il ait des céréales, mais ce qu'on appelle les bons féculents en fait, pour faire avancer le métabolisme du sportif, parce que sinon ça va être compliqué au niveau des entraînements. Mais après, on va aller chercher des féculents qui vont être plus assimilables, comme par exemple, on va avoir la patate douce qui va être très assimilable, elle va être un petit peu riche en sucre, mais ça va être un sucre qui va pouvoir être comburé en fait facilement lors d'un entraînement sportif. On va avoir le quinoa qui est une excellente source de féculents, le sarrasin aussi avec un indice glycémique bas, donc pour les personnes qui font attention au sucre.
Et puis, effectivement, en fait, hein, la dérive des sucres aujourd'hui, bon, on en parle beaucoup, mais il y a l'obésité, mais aussi pour les sportifs, on peut avoir en fait des pics de glycémie, hein, des pics d'insuline. Donc, c'est plutôt ça en fait ce qu'il faudra faire attention à ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Fred. Je ne sais pas si tu souhaites que je précise un petit peu ça. Voilà Ah, en mais tout cas ce que je peux détailler hein, déjà pour les sportifs avec le sucre. Non, ça y répond pleinement et c'est vrai qu'il y a tout un tas de produits, qui sont très riches en sucre et et notamment ce qu'on appelle, les sucres rapides, les sucres simples et auxquels on pense pas, notamment le pain blanc, hein. C'est pour ça que Tout à fait. moi je dis souvent et tu confirmeras certainement qu'il faut privilégier, les pains, à base de céréales, ou de farine complète et c'est vrai que, finalement le sucre sans en faire l'ennemi numéro un parce que il faut pas non plus caricaturer, se retrouve via l'amidon dans tout un tas de produits alimentaires et qu'en allant sur des produits non transformés, effectivement, on réduit les risques de surconsommation Oui, par rapport à cela. tout à fait. Et puis tu es maître en fait de ce que tu mets dans ton assiette. Donc effectivement, acheter un produit brut, tu sais exactement ce qu'il y a dedans. Un produit transformé, c'est plus difficile de savoir, de maîtriser vraiment le process, même si on a l'étiquette nutritionnelle. Parfois, on prend pas toujours le temps en fait de lire cette étiquette nutritionnelle, mais effectivement, moi, ce que j'invite à faire hein, pour les auditeurs, c'est vraiment de faire cet effort quand on achète un produit qui va être transformé, de regarder cette étiquette nutritionnelle, parce que très souvent, même comme je disais, hein, sur des carottes râpées où on se dirait bah c'est pas possible, il y a pas de sucre dedans, eh bien, vous regardez hein, très souvent dans les carottes râpées, ils ajoutent du sucre. Le sucre est partout et d'ailleurs, je vais tenter moi-même l'expérience dans un autre podcast qui s'appelle 93 jours, pendant 93 jours de ne plus manger, en tout cas d'essayer de ne plus manger de sucre ajouté. Donc pour celles et ceux que c'est un sujet que ça intéresse, n'hésitez pas à aller écouter aussi ce podcast. Coralie, il y a notre troisième, on va passer maintenant à notre troisième résolution et ça concerne la protéine, hein, qui est quand même assez essentielle quand on est un sportif puisqu'elle est utile notamment dans la reconstruction du tissu musculaire. On recommande souvent aux coureurs, tu sais, moi en tout cas, on m'a tout le temps répété ça dans mes jeunes années, de manger de la viande blanche ou du poisson, voilà, en étant vraiment les meilleures sources de protéines. Cependant, on oublie peut-être un peu vite que la protéine végétale présente aussi de nombreux avantages, et notamment quand on est en phase de récupération. Et pourtant, elle est souvent, en tout cas moi j'ai remarqué, assez négligée par les coureurs. Selon toi, quels sont les avantages à consommer des protéines qui sont aussi non issues de la chair animale? Alors Guillaume, c'est une excellente question. Alors effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup parlé, hein, fut un temps de la protéine animale, effectivement, pour les sportifs, en leur soumettant l'idée du poisson maigre, blanc et du poulet, parce que moi, je le voyais aussi beaucoup dans les salles de fitness. Hein, on bourrait un petit peu hein, les bodybuilders routes en leur disant que du poulet, hein, donc de la viande maigre, là où il n'y a pas de gras. Aujourd'hui, effectivement, on peut se tourner vers des protéines végétales, puisque l'avantage, bon, aussi bien sur la partie de l'écologie, de la protection aussi animalière, c'est qu'on va avoir des sources, on va retrouver dans des protéines végétales des nutriments. La problématique, si je peux me permettre d'insister, c'est que en fait, il y a une différence entre la protéine animale et végétale. La protéine animale, elle va être facilement digeste. C'est-à-dire que on va avoir tous les acides aminés qui vont être présents dans cette protéine animale, contrairement à la protéine végétale, en fait, où très souvent, on a un des 8 acides aminés dits essentiels qui va être manquant. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est pour un sportif, eh bien, c'est de faire de temps en temps, par exemple, je vais dire, en fonction des troubles digestifs, ça peut être 2 à 3 fois par semaine, au lieu d'avoir une base de protéines animales, eh bien, d'ajouter du sarrasin, qui est notamment riche en magnésium, et quand on a un entraînement sportif, on puise beaucoup dans le magnésium, de pouvoir mettre, en fait, cette protéine qui va faire aussi bien office de féculent que de source, en fait, de protéines végétales. On va avoir aussi, notamment le quinoa, qui est une excellente source pour les sportifs, riche en minéraux et en oligo-éléments. Donc ça va être très intéressant, par exemple, pour des sportifs, d'avoir effectivement 2-3 légumes dans l'assiette avec la source de quinoa ou la source de sarrasin, par exemple. Attention aussi à la quantité, puisque on le sait, hein, et je pense que vous le savez, qu'un excès de féculents, on a aussi ce fameux effet coup de barre, et la protéine végétale
fait office du féculent. Donc là, il faudra bien doser aussi dans l'assiette. Et si je peux me permettre d'ajouter, Guillaume, la différence aussi qu'on a entre la végétale et l'animal, on oublie beaucoup de mentionner, parce qu'on fait beaucoup aujourd'hui on parle beaucoup de cette alimentation plutôt qui tend vers le végétal. Il faut pas oublier qu'un sportif a beaucoup de stress sur la partie, je vais dire, physiologique, de par le fait que quand on prépare un marathon, c'est un stress pour l'organisme, même si on est bien préparé. Sur les sportifs, et je pense qu'on va en parler, mais sur les sportifs qui ont des fois des troubles digestifs, ça va être intéressant de rester sur une protéine animale plutôt que végétale, puisque la protéine végétale demande aussi une activité enzymatique très importante au niveau du tube digestif. Et alors, justement, tu abordes un sujet qui concerne beaucoup de monde et je dirais, quand on écoute les coureurs et les coureuses, surtout sur les longues distances, notamment à partir du marathon, même si certains et certaines sur des distances plus courtes peuvent avoir ce type de problème. Mais on entend souvent, voilà, les coureurs évoquer leurs problèmes digestifs, notamment en compétition, mais aussi sur les entraînements assez longs. Et du coup, vu que tu as commencé à aborder la question, moi, je voudrais avoir ton avis sur déjà, du point de vue de la naturopathie, comment tu analyses ces problématiques de troubles digestifs chez le coureur, chez la coureuse, et du coup, comment y remédier? Tu as déjà donné quelques pistes, mais est-ce que tu aurais des choses en plus par rapport à cette préoccupation qui est vraiment importante, et plus la distance va être longue, plus ça va être une préoccupation à un moment primordial pour les athlètes? Alors effectivement, on voit beaucoup d'athlètes, et notamment, comme tu le précisais bien, Fred, de marathoniens. Je pense que ça, tu le vois au quotidien, mais qui ont effectivement des diarrhées en fait pendant les marathons. Très souvent, c'est ça, ou l'envie d'aller aux toilettes. Eh bien, en fait, alors pour parler d'un point de vue physiologique, c'est très simple. Comme ça, les auditeurs vont bien comprendre. Mais en fait, on a l'afflux de sang qui est concentré aux membres inférieurs, donc aux jambes notamment, et qui n'est plus disponible à la partie digestive. Or, en fait, le système digestif étant un muscle, comme je le disais tout au début du podcast, il a besoin d'être irrigué. Or là, quand on fait un marathon, on court pendant des heures et des heures, et effectivement, en fait, les muscles du tube digestif vont manquer de sang. Et très souvent, on peut constater une diarrhée ou des maux de ventre, ou même des sportifs qui mettent parfois 2-3 mois à récupérer en fait du marathon. Donc avec des diarrhées, on peut aussi voir des personnes qui ont du sang dans les selles. Donc dans ces cas-là, il faudra aller voir le médecin et gastroentérologue. Et dans ces cas-là, moi, ce que je recommande de faire pour les sportifs, eh bien, c'est alors, il y a plusieurs choses. Il va y avoir les plantes qui vont aider et soutenir, et puis il y a la partie aussi du mental. Comme Guillaume posait la question tout à l'heure par rapport à cette particularité des protéines végétales, pour des sportifs qui ont des troubles digestifs, j'aurais tendance à leur déconseiller la protéine végétale, puisque ça va mettre plus de temps à être digéré et assimilé. S'il n'y a pas de trouble digestif, on peut partir sur de la protéine végétale. Si par contre, on constate que dans les épreuves sportives, le marathon, la personne a de la diarrhée ou a des troubles digestifs, on va plus partir sur la protéine animale qui va soutenir le système digestif. On peut également aussi conseiller à un sportif de supplémenter son alimentation s'il le souhaite, s'il est un petit peu en carence, en protéines végétales en poudre. Donc là, il y a plein de marques aujourd'hui. Je parle en protéines végétales et non pas en protéines laitières, lactées, qui est difficilement assimilable, mais la protéine végétale en poudre, aujourd'hui, ils en font de très bien, avec tous les acides aminés. Ça pourrait être intéressant pour le sportif d'en mettre dans son alimentation en amont, en fait, du marathon. Ça peut être aussi une deuxième source. Et puis, la troisième chose aussi, puisque, comme on disait, c'est que nos viscères, en fait, le système digestif manque de sang. Donc, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est de travailler, en fait, sur ce système digestif pour l'aider pendant l'épreuve sportive. Et là, on va avoir une plante qui, pour moi, marche très bien. Surtout, on constate aussi que les sportifs sont très stressés pendant une épreuve, même s'ils sont bien préparés. On constate que c'est un stress aussi bien physique que mental. Et là, ça va être intéressant de pouvoir prendre la plante du figuier en gémothérapie. Donc, je vais détailler rapidement. La gémothérapie, c'est une branche en fait de la phytothérapie. On est sur des bourgeons de plantes qui ont macéré dans de l'alcool, de la glycérine et de l'eau. Et en fait, on a toute l'essence de la plante avant son éclosion. Et là, dans le figuier, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va travailler sur ce système digestif qui manque de vascularisation et sur les troubles digestifs qui sont liés aussi à la partie du mental. Et donc ça pourrait être intéressant de faire une cure sur du 1 à 3 mois en fonction de où se situe l'épreuve.
Et là, on est en fonction des dosages des laboratoires, toujours respecter les dosages des laboratoires, mais on va être entre 10-15 gouttes à mettre dans un verre d'eau avant le petit déjeuner et avant le repas du soir. Et ça va permettre d'aider déjà à travailler sur ces troubles digestifs et aussi sur la revascularisation au niveau des troubles digestifs liés à la partie du mental. Alors, je ne sais pas, Fred, si ça répond à ta question par rapport à l'accompagnement. Très bien, très bien. Mais rassure-moi, puisque tu parlais de bourgeons qui sont préparés alors avec l'alcool. On n'a pas les effets indésirables de l'alcool quand on Non. parce que Non. si j'envoie mes coureurs partir s'entraîner en étant un peu pompette comme on dit, je suis pas sûr que ça soit très efficace. Non, par contre, c'est intéressant que tu fasses la remarque puisque aujourd'hui les laboratoires ont compris que justement il y avait une dimension chez les personnes qui ne voulaient pas consommer d'alcool, alors notamment chez les femmes enceintes, allaitantes et pour les enfants. Et du coup, le bourgeon de figuier existe sans alcool. Ok, d'accord. Merci. Notre dernière bonne résolution concerne l'écoute de son corps. Tu sais, malheureusement, on a des trains de vie qui sont de plus en plus effrénés et souvent on a tendance aussi à manger dès qu'on peut et surtout ce qui nous fait plaisir et pas forcément ce que notre corps a besoin ou ce qu'il supporte. On a aussi de plus en plus tendance à manger vite, ce qui peut avoir des conséquences. On avait reçu dans l'émission Kevin Meyer qui nous avait expliqué qu'il était lui très à l'écoute de son corps et de comment il réagissait en fonction des différents aliments qu'il allait manger. Moi, ça m'avait interpellé, ça m'avait intéressé, mais finalement, comment est-ce qu'on peut savoir, comment est-ce qu'on peut interpréter comment notre corps réagit, parce que c'est pas forcément inné pour tout le monde. Quel conseil tu pourrais nous donner, toi, pour qu'on soit peut-être plus sensible et plus capable d'interpréter les signaux que notre corps nous envoie? Alors c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on est dans une société où on nous demande de produire toujours plus avec moins de moyens et toujours on est pressé par le temps et on a participé, enfin en tout cas auparavant, à une déconnexion en fait du corps et esprit. Alors qu'on sait aujourd'hui que les deux sont liés, que l'un ne va pas sans l'autre. Quand je le disais au début du podcast, mais quand on peut être en phase un petit peu de tristesse, on va avoir les épaules un peu rentrées vers l'intérieur, on va manquer d'appétit ou au contraire on va avoir un appétit qui va être décuplé. Donc on voit que les deux sont bien liés. Et effectivement en fait pour se reconnecter au corps, eh bien ça va être déjà d'analyser en fait, de sentir plus précisément. On va plus être dans l'analyse mais de sentir et de ressentir. Par exemple si on met un aliment, je vais dire des brocolis ou ça peut être de la viande rouge ou autre, on va avoir des personnes qui vont avoir tout de suite du dégoût notamment. Ça va être un signe qui va nous indiquer en fait que le corps à cet instant T ne peut pas l'assimiler ou n'en veut pas. Alors ça peut dire que le corps à ce moment-là il n'en veut pas, ça peut aussi dire en fonction des symptômes qu'on a peut-être un engorgement aussi au niveau du foie qui va indiquer qu'il y a un peu de nausée, un peu de dégoût, on va être facilement irritable, on va avoir facilement aussi de la nausée ou du dégoût dès qu'on sent des odeurs de parfum ou des odeurs qui sont très très fortes. Mais en fait, le but est d'essayer au maximum d'écouter ses sensations et son intuition. Ça pour moi, c'est la clé en fait pour se reconnecter à son corps et à ses ressentis. Et non plus d'être justement dans cette analyse de se dire, on nous dit qu'il faut manger ceci, cela, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. En fait, le corps, c'est très bien, mais c'est qu'on a le mental et l'esprit du contrôle qui prend le dessus et qui nous dit il faut absolument que j'ai ça dans mon assiette, alors que des fois en fait le corps à cet instant T voudra peut-être juste jeûner ou voudra peut-être juste avoir un petit temps de latence pour la digestion. Et donc ça va être des signes en fait qu'on peut apercevoir quand on commence à se mettre en écoute et non plus machinalement en fait de manger sans s'écouter ou de juste avaler son bol alimentaire sans même prendre le temps de déguster et de sentir en fait les sens et les différents goûts qu'on peut avoir au sein de l'assiette. Merci infiniment Coralie pour ces 4 bonnes résolutions. Je suis sûr qu'on a tout à gagner en les appliquant. En plus, elles sont pas très contraignantes. Donc voilà, la balle est dans notre camp. Fred, je vais revenir maintenant sur la partie un peu plus entraînement. Tu sais, tu nous avais conseillé, Fred, en septembre dernier, de miser sur une stratégie qui consistait à développer sa vitesse, sa VMA. Et donc, tu avais créé d'ailleurs le programme VMA Boost Challenge pour nous aider à booster notre vitesse. Le programme touche bientôt à sa fin. Donc maintenant, c'est quoi, selon toi, la bonne stratégie à adopter pour cette rentrée, vu qu'on a encore peu de visibilité? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas t'organiser avec tes athlètes? Voilà, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? Disons que la bonne stratégie doit s'adapter aux conditions. Donc pour l'instant,
L'idée pour l'instant, ce n'est évidemment pas de partir sur des programmations liées à des compétitions, puisque même si on voit qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place, on risque pas d'en avoir de sitôt, c'est-à-dire pas avant le printemps et même deuxième moitié de printemps. Du coup, l'idée, c'est de rester dans une dynamique d'entraînement, mais de le varier et du coup, après avoir travaillé sa vitesse, passer sur un travail de seuil qui va nous permettre de constituer la caisse, de faire fructifier le travail qui vient d'être effectué en faisant des rappels réguliers sur la vitesse afin de la maintenir et de l'entretenir, tout en développant une nouvelle qualité, de façon à ce que lorsque on va dire ce nouveau programme, cette nouvelle période qui va durer 2 à 3 mois, va se clore, et ben, on soit prêt à aller sur des entraînements spécifiques, puisqu'on devrait arriver là à des moments où les compétitions commenceront à être organisées et on pourra facilement basculer sur des préparations 10 km ou semi, voire marathon, en étant en forme optimale pour pouvoir justement suivre ces préparations spécifiques. Merci pour tes éclairages, Fred, c'est intéressant. Donc si on a développé notre vitesse, on peut maintenant capitaliser sur ces acquis pour travailler ses allures au seuil. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur le seuil? C'est quoi selon toi le seuil? Parce que je sais que pas tous les entraîneurs nous donnent forcément la même définition, sont forcément d'accord aussi sur à quelle allure on est le seuil. C'est un sujet qui fait débat. Donc voilà, ta vision toi sur le seuil, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour qu'on puisse tous bien comprendre là où tu veux en venir? Alors, lorsque je parle de seuil, parce qu'il y a différents seuils, en fait, il y a un seuil aérobie et un seuil anaérobie. Classiquement, lorsqu'on parle de travail au seuil, c'est le seuil anaérobie. Certains le qualifient de seuil ventilatoire 2. Alors, en fait, les définitions du seuil peuvent être plus ou moins poussées. Elles sont toujours sujettes à discussion. Certains en font une mesure physiologique, notamment, c'est à partir du moment où, entre guillemets, le lactate commence à s'accumuler dans le sang et n'est plus éliminé, le terme est mauvais, resynthétisé, et du coup, il commencerait à s'accumuler, on commencerait à avoir du déchet dans les muscles. Alors, pour connaître la valeur précise, il faut faire un test de laboratoire, hein, souvent un test d'effort, où on vous fait votre lactatémie de manière régulière pour voir à peu près votre seuil. De manière plus globale et quand même généralement admise, ce seuil anaérobie, c'est en gros l'allure que vous êtes capable de tenir sur 1 heure d'effort. Alors certains l'ont extrapolé à c'est votre allure semi-marathon. On va dire que l'allure semi-marathon est un poil en dessous de votre seuil, sauf si vous êtes comme les meilleurs mondiaux et que vous courez votre semi autour de l'heure. Voilà. Donc globalement, par rapport à votre intensité, à votre fameuse VMA, votre seuil va se situer entre 85 et 88% de votre VMA. Et pareil pour la fréquence cardiaque, ceux qui utilisent le cardiofréquencemètre, le seuil se situera autour de cette valeur de 87-88% de votre fréquence cardiaque maximale. Voilà à peu près, si vous voulez avoir une indication de ce qu'on appelle un travail au seuil. Alors l'intérêt vraiment du seuil, c'est comme on dit, c'est qu'on développe la caisse. Je le mets entre guillemets, c'est une expression qui est assez répandue dans le monde de la course à pied, mais parce que vous avez bien compris que c'était une allure qui est à la bascule, c'est une zone plus qu'une allure précise, c'est une zone qui va faire basculer l'adaptation de l'entraînement de manière assez significative. En fait, avant, je suis en endurance et après le seuil, je ne suis plus en endurance et je commence à être sur du travail de VMA parce que je vais commencer à travailler la résistance, la puissance maximale aérobie. Et donc, c'est une zone tampon particulière et qu'il faut savoir parce qu'elle contribue à l'ensemble de la performance également. Merci pour ton éclairage, Fred, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir dans d'autres épisodes sur cette question du seuil des différentes allures en course à pied. Ça fera un excellent sujet.
Avant de conclure l'émission, j'aimerais quand même qu'on évoque tous les deux le sujet du mental et de la motivation pour les coureurs. Parce que même si évidemment les choses devraient s'arranger dans les prochains mois, ça va quand même être une année particulière et voilà, il va falloir encore prendre sur soi et être patient. Du coup, quels conseils tu peux nous donner d'un point de vue mental pour vraiment bien aborder cette nouvelle année? Alors je dirais il faut être résolument optimiste. Mais cela, je le dis tout en ayant conscience que la période que nous traversons n'est évidemment pas la plus simple à vivre. Mais très concrètement, un bon athlète, c'est un athlète qui a la capacité de s'adapter, je dirais, instantanément à l'imprévu. Mais paradoxalement, pour pouvoir s'adapter à l'imprévu, il faut être organisé et être patient. Ce sont vraiment 2 clés dans cette étape-là. Alors, plus que jamais, on doit rien laisser au hasard dans sa préparation. C'est essentiel, ça on l'a souvent rappelé, pour rester mobilisé et continuer à progresser. Et du coup, il faut bien comprendre que la patience, c'est pas notre capacité à attendre passivement, mais c'est notre capacité à maintenir notre investissement et notre positivité pendant qu'on attend. En gros, la patience, c'est pas savoir attendre, c'est savoir attendre intelligemment. Du coup, là, on est dans une phase d'incertitude. Du coup, il faut programmer ce qu'on va faire, hein. Comme je le disais, moi, je vais là, du coup, privilégier, après un travail de vitesse, un travail de seuil, tout en étant voilà, dans une optique de se dire, à un moment, les choses, elles vont déboucher, les compétitions vont revenir. Et si ça revient plus vite, on aura été en capacité de pouvoir réagir parce qu'on aura préparé le terrain. Et si, par exemple, ça se fait de manière un peu plus tardive, on réadaptera. Mais il faut être le plus préparé possible de façon justement à pouvoir réajuster. C'est parce qu'en fait, ça peut paraître vraiment paradoxal, mais c'est lorsqu'on n'est pas préparé que l'imprévu nous déstabilise. Si on est préparé, on a quand même, on va dire, un chemin de fer qui est tracé, il faut juste le réorienter. Si on n'a rien qui est ficelé, finalement, ça met encore plus de panique dans une forme de chaos absolu. Ça, faut bien l'avoir en tête. Et il faut bien avoir en tête également que ce sont les défis qui rendent notre sport intéressant comme toute activité. Et c'est à chaque fois qu'on les surmonte qu'on donne du sens à notre pratique. Et du coup, voilà, vraiment, je dirais là de me faire confiance sur cet aspect-là. L'attente est difficile, mais soyez convaincus que le regret l'est encore plus. Donc vraiment, organisez-vous, préparez-vous, et dans vos phases d'entraînement, mettez des petits défis qui vous permettent de ponctuer et on va dire de matérialiser vos progrès, parce que voilà, on s'entraîne un moment pour progresser évidemment, et il faut vraiment que l'athlète puisse un moment mesurer ces progrès-là, même intermédiaires. Merci beaucoup Fred pour ces précieux conseils. Coralie, tu nous as dit en début d'émission que tu étais une passionnée de course à pied. Alors je ne sais pas si tu cours toujours, et est-ce que tu as peut-être un projet de compétition pour l'année 2021 ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu prépares ? Alors oui, je cours toujours. En général, moi je commence à recourir à partir de avril jusque fin octobre, mi-novembre. Et en général, après, je complète avec de la salle en entraînement plutôt intérieur. J'aime pas trop courir en fait quand il fait froid. Et puis je n'aime pas courir sur tapis en salle. Donc en général, je scinde un petit peu mes entraînements comme ça. Et puis j'avais pour objectif à la base de faire le semi-marathon de Paris en 2020. Bon, c'était une année assez particulière 2020, donc j'espère en 2021 pouvoir me préparer au semi-marathon de Paris, mais ça sera un bel objectif pour moi, puisque je cours facilement, j'ai déjà fait des 10 km, mais j'ai jamais franchi cette barre du semi-marathon, donc ça sera un bon challenge. Semi-marathon de Paris, alors, on le fera peut-être ensemble alors en septembre 2021, parce qu'il a été reporté je crois au mois de septembre, l'édition 2020. Oui, tout à fait. Donc ça me laisse vraiment le temps de bien me préparer. Donc je pense que je vais commencer à préparer ça à partir du mois de mars. Eh ben, on souhaite une excellente préparation. Merci beaucoup en tout cas Coralie pour tes précieux conseils et d'avoir participé à cet épisode un peu hybride. C'est vrai qu'on teste de nouvelles choses. Voilà, c'était la nouvelle année, donc on voulait faire un épisode avec 2 experts. Voilà, dites-nous si c'est des formats que vous aimez bien, comme ça on pourra en refaire si vous avez envie. Fred, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot ou remercier Coralie. Je te laisse le mot de la fin.
Ben écoute, moi je vais aussi remercier Coralie d'avoir répondu à notre invitation et je pense que ça nous a permis d'y voir un peu plus clair sur ce qu'on peut, sur ce qu'on appelle, pas ce qu'on peut, sur ce qu'on appelle la naturopathie. Et du coup, avec des conseils très concrets, et on sait que c'est ça qui compte le plus au-delà des grandes théories. Donc vraiment, merci à elle pour son effort de pédagogie. Et puis merci à toi, Guillaume, pour le plaisir de se retrouver à chaque fois renouvelé. Eh bien, plaisir partagé, Fred. Encore très belle année à tous nos auditeurs et auditrices et à vous deux. Profitez bien de cette nouvelle année, faites du sport, prenez soin de vous et puis rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode. À très vite. À bientôt. À bientôt, merci.